Nous allons essayer de faire un bilan du quinquennat finissant pour voir les perspectives. Et à ce sujet, notre invité en question nous parlera de la vision de son candidat, mais aussi nous allons faire une vue critique sur le bilan finissant avant de parler de la liste électorale permanente informatisée qui pose aujourd'hui problème en ce qui concerne les élections présidentielles et législatives prochaines. Cet invité, c'est un représentant de l'Union pour la Nation, l'honorable Éric Ondeté. Bonjour honorable. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour échanger ce matin et dire la part de vérité de l'Union pour la Nation sur tout ce qui se passe dans le pays en ce qui concerne la préparation de cette élection présidentielle et des élections législatives à venir. Je vais animer cette émission que vous suivez au Bénin et partout dans le monde entier avec mon collègue Winer Abessi. Bonjour Winer. Brice, bonjour et à nos retrouvailles. Bonjour à vous tous qui nous suivez sur Terre et peut-être même sur la Lune. Honorable Éric Ondeté, ils seront donc 23. On a envie d'ajouter, ils ne seront que 23, peut-être qu'il en restera 20 ou un peu moins encore, à concourir pour le prochain contre-la-montre présidentielle et dans la mêlée de votre champion, Maître Adrien Rumbedji. Mais lequel de vos candidats, lequel des candidats craignez-vous le plus? Le tenant du titre recommande le sortant, j'imagine. Non, nous les craignons tous, ils sont candidats, c'est qu'ils ont de la valeur, je le suppose, mais nous n'avons peur de personne d'entre eux, puisque nous sommes certains, vu le nombre que nous représentons déjà au plan politique, à accepter l'idée et la vision de l'Union pour la Nation. Vous avez pu observer cette semaine qu'il y a eu environ 7 partis politiques qui ont rallié l'Union pour la Nation. Vous avez pu observer que de nombreux mouvements se créent pour soutenir l'action de l'Union pour la Nation. De nombreux mouvements existants ont déclaré leur soutien à l'Union pour la Nation. Je crois que nous sommes en marche vers la victoire. Lorsqu'on fait une comparaison en termes de mouvements qui disent soutenir Boni Yahi, on a comme l'impression que la grande masse est de l'autre côté. C'est votre comparaison à vous. Vous parlez de la masse ou vous parlez de la qualité? C'est-à-dire que la masse achetée et la qualité, il y a une différence. Vous avez pu observer... Qu'est-ce que vous pouvez dire que la masse est achetée? Oui, mais vous avez pu observer vous-même, le 29 janvier dernier au stade de l'Amitié, que ceux qui ont été payés pour faire une prestation, à savoir... Nous n'avons pas la preuve qu'ils ont été payés. Bon, allez-y. Nous avons vu des gens venir au stade, mais on n'a pas la preuve qu'ils ont été payés. C'est comme c'est de notoriété. Allez-y, honorable, oui. C'est de notoriété publique que ceux qui sont allés au stade ont été payés. 5 000, qui 5 000, qui 3 000, qui 2 000. Donc, lorsque votre candidat, Rumbedji, faisait son investiture, vous avez payé les gens aussi. Parce qu'avant le 29 janvier, il y a eu le 18 décembre dernier. Si vous le voulez, je peux vous donner le tableau de répartition que nous avons fait en ce qui concerne l'Union pour la Nation. Nous avons dépensé pour la mobilisation en tout et pour tout 10 millions de francs CFA. Si des militants, à titre individuel, ont pu accompagner l'activité, c'est ça ce que nous avons dépensé, 10 millions de francs CFA. Au niveau central de l'Union pour la Nation. Oui. Mais si ça n'a pas coûté que ça, vous en êtes conscient. Non, mais c'est ça le militantisme. Alors que de l'autre côté, vous le savez très bien, c'est 500 millions ou plus qu'ils ont mis sur la table. Et on cherchait les gens à tous les coins de rue. Et vous avez pu observer avec moi que dès que les gars ont rempli leur contrat, je crois qu'on leur avait donné une certaine heure, et que le chef de l'État a commencé son discours, ils n'étaient pas venus pour écouter le discours, ils étaient venus pour remplir le gradin. Ils ont rempli leur contrat, et puis l'heure a sonné, ils ont détalé, ils sont partis. C'est ça, la qualité entre ceux qui étaient avec nous le 18 décembre et ceux que vous avez vus le 29 janvier. Oui, vous avez soutien sur soutien, ralliement sur ralliement, et déjà même désistement et mise en scène certaines. Vous avez tout ça. Est-ce que ça ne risque pas de vous monter à la tête? Est-ce que ce n'est pas un piège pour votre cours? Non, ça ne monte pas à la tête, puisque je viens de vous dire que tous les candidats là, nous les respectons. Et donc nous allons aller au combat avec eux dans la sérénité, mais avec un grand respect que nous voulons à chacun des candidats qui sera retenu. Le nombre 23, vous avez suivi un peu les candidatures, nos télévisions étaient là et relayaient de temps à autre les personnes. Alors quand vous regardez au niveau des 23 candidatures, est-ce qu'il y en a qui vous paraissent pas sérieuses? Est-ce qu'il y en a qui vous paraissent trop sérieuses? Est-ce que vous pensez que toutes valent la peine d'être déposées? Évidemment non, évidemment non. Mais nous les respectons, c'est des Béninois qui ont fait un choix, nous respectons leur choix. Ceci étant, je dois regretter avec vous que les réformes que nous avons voulu opérer dans ce secteur-là, que ces réformes n'aient pas pu aboutir à cause d'un certain nombre de manœuvres au niveau des institutions que vous connaissez. Est-ce que ce ne sont pas les bases de votre réforme qui n'étaient pas bonnes ou les meilleures? Parce que vous avez par exemple voulu
limiter le nombre de candidatures en disant il faut payer 100 millions comme caution. Est-ce que vous n'aurez pas pu prendre l'option de faire comme dans certains pays où au lieu d'aller à un vote, peut-être on a les discensitaires, dit par exemple que pour être candidat, au lieu de payer 100 millions, recueillir 5 000 signatures d'élus locaux ou de députés ou communaux, en tout cas au moins 5 000 signatures d'élus par exemple. Et on sait que dans tous les cas, il n'y aura pas 30 personnes qui pourront avoir 5 000 signatures. Et vous aurez pu limiter, par exemple, le nombre de candidatures avec cette formule-là, plutôt que de baser ça sur l'argent. Est-ce que ce n'est pas ça qui a fait échouer votre réforme? C'est une formule qui aurait pu prospérer, mais il faut avoir de la mémoire. Nous avons déjà essayé cette formule, qui a été rejetée en 2005, lorsque nous avons voulu demander que des élus accompagnent les candidatures. Elle a été rejetée par la Cour constitutionnelle en 2005. Donc nous ne pouvons plus retourner sur ce chantier. Le chantier sur lequel nous aurions pu faire prospérer l'affaire, c'était de dire quand même, une candidature, c'est une affaire sérieuse, elle doit être portée par un certain nombre de gens qui contribuent, etc. Bon, écoutez, nous retiendrons que l'argent ne fait pas le président, je crois, au Noir Mondété, on est d'accord. Mais à présent, nous allons reviser les assauts d'amabilité, le langage et la métaphore sportive. Nous allons miser tout ça au vestiaire pour traiter de choses autrement plus compliquées, autrement plus graves aussi. Nous reviendrons là-dessus dans la seconde partie de notre émission. Il s'agit du cadre légal de la présidentielle. Visiblement, ce cadre légal-là comporte ou est perclus ou est frappé d'infirmité. Mais l'Union fait la nation semble tout à fait s'en accommoder. Vous semblez être satisfait de la façon dont les choses se passent en ce moment. Est-ce pas sentiment de culpabilité, pas dépit, pas remords, pas résignation? Parce que vous n'êtes pas étranger à l'impasse presque dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Très bien, je crois que là vous plantez très bien le décor, pardon. Vous savez très bien que nous voulons des élections à bonne date. Nous avons toujours témoigné de notre volonté d'avoir des élections propres à bonne date. Et nous avons commencé à tirer sur la sonnette d'alarme depuis très longtemps pour montrer que la marche dans laquelle nous étions pour faire la LEPI, c'était une mauvaise marche et qu'elle ne pouvait nous conduire qu'à une mauvaise LEPI. Premier élément. Deuxième élément, notre tactique, disons, répond à une stratégie qui refuse d'être présentée comme le bouc émissaire. Le gouvernement sait très bien que les conditions ne sont pas réunies pour avoir des élections propres et que c'est lui-même qui a créé les mauvaises conditions pour que nous ayons des élections. Ce gouvernement aurait un chaos électoral. C'est très clair. Ne vous imaginez pas, une fois au Bénin, qu'à 20 jours des élections, nous trouverons les bureaux de vote. Or, le processus dans lequel nous sommes prescrit que la cartographie censitaire, première étape de réalisation de la LEPI, débouche sur l'identification des bureaux de vote. Si à 20 jours on ne connaît pas les bureaux de vote, comment voulez-vous que nous ayons une élection propre? C'est des gens qui veulent le chaos. Ils veulent le chaos. Et tout ce que nous avons dit par rapport à la LEPI, vous voyez très bien aujourd'hui que nous avions raison et que nous avons toujours raison. On constate aujourd'hui que 1 300 000 personnes et plus ne sont pas enregistrées. 1 300 000. Ça, c'est non compté ceux qui ont été régulièrement enregistrés et qui vont maintenant aux différents points de vérification et qui ne trouvent pas leur nom. Ou qui vont retrouver leur nom dans un autre département. Le chiffre 1 300 000, vous le tenez comment? Ben ça, c'est Bako, c'est le rapport de Bako lui-même qui indique ça. C'est pas nous, on n'invente pas. C'est le rapport de Bako qui indique que 1 300 000 personnes ne sont pas enregistrées. Et qu'est-ce qui va être fait, selon vous, pour corriger ça? Moi, je ne sais pas. J'observe que nous avons confié notre destin, notre système électoral à des gens qui se moquent pas mal, qui jouent avec les nerfs des Béninois et qui se disent, bon, ces gens-là ne sont pas violents, ils ne vont jamais riposter, ils ne vont jamais rien dire, bon, donc on va passer là entre les mailles. Mais c'est pas vrai. Mais oui, au cas où ces 1 300 000 n'auraient pas leur nom sur la liste électorale, qu'est-ce qu'on fera? Ils doivent avoir leur nom sur la liste électorale. Et qu'est-ce qu'on fait? Allez-y. C'est des citoyens qui n'ont pas commis une faute. Ils ne sont pas condamnés. Ils ont donc un droit de vote. Et personne ne peut les en empêcher. Bako ne peut pas les en empêcher. Yaïboni ne peut pas les en empêcher. Que faire maintenant? Il
faut les inscrire. Il faut les inscrire. Les choses sont immédiatement. Et c'est vrai que dans cette affaire-là, vous savez qu'on vous reproche d'avoir passablement compliqué les choses, d'avoir tiré sur les délais avec des querelles d'épiciers à l'Assemblée nationale, de n'avoir pas simplifié les choses. Et vos adversaires aujourd'hui encore vous accusent l'opposition parlementaire de torpiller le calendrier, le processus de compliquer les choses. Oui, je vais finir. La preuve, le Parlement n'a toujours pas désigné ces centaines de représentants dans les SEC et CEA, et on a dit que c'est vous qui n'avez pas demandé une session extraordinaire, je veux dire l'opposition parlementaire, une session extraordinaire, alors qu'on a déjà réuni 33 signatures et qu'il en faut 42, et que vous n'êtes donc pas pressé. À quoi jouez-vous? Quelle est votre stratégie? Le Parlement a des règles, d'accord? Une session extraordinaire peut être demandée par des députés, mais elle peut être aussi demandée par le gouvernement. Si le gouvernement a vraiment envie de faire les élections, il doit faire convoquer une session extraordinaire. Donc, n'allez pas chercher des boucs émissaires. Maintenant, vous savez très bien avec moi que ce processus a été retardé par les mouvanciers eux-mêmes. Comment? S'il vous plaît, on va y aller. Par le chef de l'État, par le président de l'Assemblée nationale et leurs partisans, qui pendant longtemps ont refusé de convoquer l'Assemblée nationale pour opérer un certain nombre de choses. Vous savez très bien avec moi que ce n'est pas nous qui avons empêché que la LEPI soit prête au 31 décembre. Ils ont clamé sur tous les toits, lorsque nous mettions le doigt sur les incohérences de cette affaire, que la LEPI ne pouvait pas être prête. Ils ont clamé sur tous les toits qu'elle serait prête le 31 décembre. Maintenant, ils disent que c'est le 15 février. Moi, je suis le 5 ou le 6 février aujourd'hui, et vous savez là, ce qui se passe. Je vous donne un exemple, on dit qu'on fait un ratissage. Des ratissages fantoches. Dans mon arrondissement, on a envoyé un kit. Ce kit a été envoyé sans que les appareils puissent être chargés. Il fallait mettre du carburant, il fallait un certain nombre de choses. Rien de tout ça. On a amené ça à 24 heures de la clôture et le lendemain, on a dit de rapatrier le kit. Quel ratissage on est en train de faire? Il y a manifestement un sabotage du processus. Un sabotage qui consiste à faire en sorte que dans certaines régions du pays, dans certaines localités du pays, que les gens ne soient pas enregistrés comme il se doit. Vous le savez très bien. Nous avons parlé de la cartographie censitaire dans ce pays. Elle n'a pas été corrigée. Alors je vous parle, elle n'est pas corrigée. Le recensement, il a été bâclé. C'est un devoir pour la CPS et la Mirena d'aller recenser tout le monde. C'est ce que prescrit la loi. Ensuite, l'enregistrement. Complètement bâclé. J'ai dit dans ce pays qu'ils ont coupé les droits des Béninois. Ils ont tenté de dire que c'est faux. J'ai dit que nous devons suivre. Nous sommes allés jusqu'au centre de traitement, huissier au point, pour aller voir comment est-ce que les choses que nous reprochons, pour qu'on leur mette ça sous le nez. Ils ont tous fui. Bako a fui, la présidente de la Mirena a fui. Il n'y avait aucun responsable pour nous répondre. Et pour finir, faire téléphoner pour dire, bon, quand il